DataPulse autour donc de Power BI et de Fabric. Ce mois-ci, j'ai décidé moi de vous parler de l'incremental refresh dans Power BI comme dans Fabric. Donc, vous allez voir, on va voir tout un tas de choses, assez standard dans un premier temps, mais aussi on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc, pour ma part, moi je m'appelle Kevin Torti, je suis un ancien data analyst et je travaille chez DataPulse depuis bientôt 3 ans. J'accompagne nos clients aussi bien dans leurs projets que dans des formations diverses. Donc, on va essayer de couper cette petite heure-là en deux parties. La première, justement, en faisant quelques rappels ou découvertes en fonction de votre profil de qu'est-ce qu'est l'incremental refresh, les prérequis pour l'activer. Je vous montrerai ensuite un exemple assez standard d'incremental refresh. Vous verrez, j'ai essayé de vous prendre un exemple sur des données météo en France avec les températures assez froides qu'on a eues dernièrement pour matcher avec l'actualité. Et dans une deuxième partie, du coup, on essaiera d'aller un petit peu plus loin en checkant un peu des options plus avancées qui sont proposées par Power BI, mais également par Fabric avec le pilotage des partitions, etc. Et on verra aussi les limites aujourd'hui de l'incremental refresh côté Microsoft et les pièges à éviter. Vous l'avez compris, on va parler de Power BI, on va parler de Fabric également. Je ne connais pas vos profils à chacun, donc mon but c'est pas de vous perdre. Si vous avez des questions tout au long de cette présentation, surtout n'hésitez pas, vous levez la main dans Teams ou n'hésitez pas à m'interrompre, hein. Le but c'est que ce soit interactif. Donc voilà. Ok, on a récupéré quelques personnes. Vous en faites pas pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez juste loupé le petit plan. Et puis, on va pouvoir commencer directement dans le vif du sujet avec, hop, qu'est-ce que c'est que l'incremental refresh? Ou incremental refresh en français, actualisation incrémentielle. De manière générale, prenons un cas assez classique, hein, où vous allez publier votre rapport Power BI dans le service. Ok, mettons que vous avez 1, 2, allez, 3 ans d'historique. Ok, vous publiez ce rapport dans le service, vous planifiez ensuite l'actualisation de ce rapport dans le service. Par exemple, j'ai envie que mon rapport il se mette à jour tous les matins pour avoir mes données de la veille. Ok, et typiquement, chaque matin, je ne vais pas forcément avoir besoin que l'ensemble de mes données, de mes 3 ans d'historique, soient revues et rechargées à chaque fois, ce qui va consommer de la ressource si jamais je suis sur une capacité Fabric, ce qui va prendre plus de temps si jamais j'ai beaucoup de données à charger. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Donc le but justement de l'incremental refresh, ça va être d'identifier mes gros stables. Hein, vous le savez, dans un modèle sémantique dans Power BI, vous allez en général, et on recommande très fortement d'avoir un modèle en étoile avec des dimensions, typiquement les clients, les magasins, les produits, etc. Et des tables de faits qui vont, elles, être beaucoup plus lourdes, beaucoup plus volumineuses, avec une granularité euh, qui va dépendre d'ailleurs de votre contexte métier, typiquement vos factures, vos ventes, des choses comme ça. Ok. Donc sur ces tables de faits qui sont volumineuses, souvent on n'a pas envie de recharger les 3 ans d'historique parce qu'on va avoir des dizaines, centaines, parfois même le milliard de lignes à charger et ça n'a absolument aucun intérêt de tout charger tous les jours. Ok. Donc l'idée, justement, ça va être de sélectionner ces tables de faits, on regardera juste après comment, et de paramétrer dans Power BI toute une partie historique. Dans cet exemple-là, je charge 2 mois avant la date du jour. Entre 2 mois et les 7 derniers jours, je vais dire que ces données-là ne changeront plus, je les fige, et par contre, tous les jours, j'actualiserai uniquement les 7 derniers jours, qui eux peuvent varier. Okay, donc c'est un peu le principe de l'incremental refresh. En termes de conditions, il se trouve qu'il n'y a absolument pas besoin de capacité Fabric, anciennement appelée Power BI Premium. C'est pas nécessaire du tout. Sur une capacité Power BI Pro, vous pouvez faire de l'incremental refresh. La seule chose dont vous allez avoir besoin, c'est d'une colonne de date présente dans votre table de faits, parce qu'on va avoir besoin de filtrer cette colonne de date sur 2 paramètres qu'on définira juste après. Je vais vous montrer dans la slide d'après tout de suite comment on fait concrètement. Ok. La deuxième condition que vous allez avoir, en plus d'une colonne de date,
c'est que votre requête soit pliable. On dit le query folding en anglais. Pour faire assez simple, en général, quand vous vous connectez à une source de données, ça va vous créer une étape dans Power Query. Okay. Il faut que cette étape-là, elle puisse être combinée avec votre étape de filtre sur la colonne de date dont je vous ai parlé juste avant. Okay. Donc ça, on verra comment le vérifier, que ce soit dans Power Query ou même ensuite, une fois que vous avez mis en place votre stratégie d'incremental refresh. Il y a tout un tas de sources qui sont compatibles pour l'incremental refresh. On pense souvent aux bases de données, mais il faut savoir que si vous avez plein de CSV dans SharePoint, par exemple, c'est complètement possible d'appliquer une stratégie d'incremental refresh sur ces CSV-là. Je pense aussi aux requêtes HTTP. C'est possible de faire de l'incremental refresh à partir du moment où votre filtre sur la colonne de date fonctionne et est capable de s'appliquer, de se combiner avec votre appel à votre source. Je regarde si j'ai pas de questions. Pour le moment, ça va. Et je vous propose de rentrer dans le concret tout de suite. Je ne vais pas vous montrer mon exemple tout de suite. Juste avant, je vais vous parler des grandes étapes qu'on va avoir pour l'incremental refresh. Donc, il y a des choses à faire côté Power Query, il y a des choses à faire côté Power BI Desktop, et il y a des choses à faire côté Fabric, donc dans Power BI Service, une fois que vous avez publié votre modèle. Ok, donc pour rappel, pour ceux qui commencent seulement à découvrir Power BI, vous allez pouvoir d'abord dans Power BI charger vos données dans Power Query, créer différentes requêtes pour charger vos tables de dimensions, vos tables de faits, créer votre modèle en étoile. Une fois que vous chargez l'ensemble de ces tables, vous allez pouvoir créer votre modèle dans Power BI et surtout créer votre rapport dans Power BI Desktop. Okay, donc là, vous allez voir que l'incremental refresh, il y a un certain nombre de choses à faire dans chacune de ces étapes-là, y compris dans le service, une fois que votre rapport est publié. Je suis allé trop vite. Donc, dans Power Query, ce que je vais vous montrer juste après, c'est qu'il faudra créer deux paramètres, range start et range end. Okay, ces paramètres, ils doivent être nommés comme ça. Okay, ils doivent être en format datetime. Et le filtre qu'on va faire, vous allez voir, il faut qu'il soit strict d'un côté et non strict de l'autre. C'est tout. Toute la documentation Microsoft vous emmène là-dedans, donc il y a peu de chances de se tromper, mais il faut quand même faire attention à ces conditions-là. Juste après, une fois que vous avez créé vos paramètres, vous avez besoin de filtrer la table sur ces deux paramètres, et notamment la colonne date dont je vous parlais juste avant, et on vérifiera justement cette histoire de query folding, c'est-à-dire que ma requête est bien pliable. Ok, ça, c'est pour la partie Power Query. Une fois que vous avez fini cette partie Power Query, dans la partie Power BI Desktop, on va identifier les tables. En l'occurrence, moi, j'en ai qu'une seule sur mes données météo, sur laquelle il va falloir paramétrer la stratégie d'incremental refresh. Donc là, pareil, il y a tout un tas de questions à se poser, notamment par rapport à la granularité de l'incremental refresh, qui va faire varier les différentes partitions qui sont créées, qui sont créées de manière invisible pour vous si jamais vous voulez pas forcément regarder les partitions qui ont été créées. Mais on verra qu'on peut aussi contrôler justement les différentes partitions qui sont créées par l'incremental refresh. Une fois que vous avez fait ça, vous publiez, vous faites un premier refresh. Ce premier refresh-là, au moment de publier, vous allez voir, il y aura très peu de données qui vont être chargées, je vous montrerai ça. Juste après, le premier refresh, c'est celui qui est le plus long parce qu'il va charger tout votre historique. Et ensuite, les refreshs d'après, ils vont charger uniquement, dans mon cas, par exemple, les 7 jours dont je vous parlais tout à l'heure. Ok, donc le premier refresh, il va charger tout ça. Et ensuite, les refreshs d'après, ils chargeront plus que les 7 derniers jours. Ce que je vous propose, c'est de passer sur un exemple pratique. Je ne vais pas vous faire les publications, etc. en live, pour une question de temps aussi, et je ne voulais pas forcément d'effet de démo aujourd'hui, donc je vais plutôt vous parler un petit peu de l'exemple que j'ai déjà mis en place, et en soi, vous allez voir qu'il n'y a rien de très très compliqué à faire. Donc mon exemple, il est assez simple. Je me connecte à une SQL database, en l'occurrence un lakehouse, et pour charger justement des données météo. Hop, je vais désactiver ton micro, Laurent. Hop, et donc vous allez charger, je vais charger pardon, dans mon lakehouse des données météo, et je vais appeler ces données météo depuis mon modèle sémantique juste ici pour afficher, voilà, on a parlé des périodes de canicule, on voit qu'il y a eu 2 périodes de canicule juste ici. En soi, le rapport est peu importe le rapport dans ce contexte-là,
Je sais qu'il y a des sudistes dans l'audience, donc on pourrait s'en servir pour montrer que justement, quand il y a eu des canicules, c'est plutôt dans l'ouest et dans le centre de la France que ça a été touché et qu'au sud, ils s'en sont pas trop mal sortis finalement. C'est absolument pas l'objet de cette présentation. Mais bref, retenez juste, on se connecte à des données météo, on charge tout dans une grosse table qui s'appelle météo. J'ai pas créé de mesure, j'ai pas fait un modèle très propre, etc. Mon but, c'est juste de vous montrer comment appliquer la stratégie d'incremental refresh à cette table météo. OK? Donc, je suis dans Power BI Desktop actuellement pour vous montrer le rapport. OK? Je vais maintenant aller dans la partie Power Query pour vous montrer comment charger ces données-là. Donc, le bouton magique, transformer les données. Hop, ça m'ouvre Power Query. Vous voyez à gauche, j'ai ma table de fait météo et j'ai mes deux paramètres que j'ai créés. OK? Donc, première chose à faire, créer mes deux paramètres. Et donc, pour créer des paramètres, vous avez juste à cliquer sur Gérer les paramètres, Nouveaux paramètres. OK? Pas très compliqué. Vous avez aussi l'accès juste ici, en faisant clic droit, Nouveaux paramètres. Quand vous faites ça, vous avez ce panneau-là qui s'ouvre. Vous allez pouvoir créer vos paramètres qui devront s'appeler, je le rappelle, Range Start et Range End. OK, ces noms-là sont réservés pour l'incremental refresh, donc il faut que vous appeliez vos paramètres comme ça. Il faut que ce soit des paramètres datetime, OK, date-heure en français. Et la valeur que vous allez leur donner, peu importe. Finalement, vous pouvez choisir un petit scope en fonction de la volumétrie de vos données. L'important, c'est ce scope-là qui va être chargé dans Power BI Desktop. Mais ensuite, quand on va publier dans le service, justement, il y a tout l'historique qui va être chargé, comme je vous le disais tout à l'heure. OK? Donc, j'ai créé mes deux paramètres, range start et range end, ici. Pour le moment, ils ne sont pas utilisés. Et donc, justement, maintenant, je vais m'intéresser à ma table de fait, okay, ma table météo. Donc, vous le voyez, ma table météo, je me suis connecté juste ici à mon lakehouse. Okay. Moi, j'ai un lakehouse. Vous pourriez avoir du SQL Server, du Snowflake. Vous pourriez avoir absolument tout et n'importe quoi en termes de sources, tant que la requête est pliable. On va le vérifier juste après. OK, donc je me connecte à mon lakehouse. Dans la partie navigation, je lui dis où est ma table et elle s'appelle météo. Je pourrais vous montrer le lakehouse juste après, si vous voulez. Bon, ça, c'est ce que vous avez pour à peu près 100% de vos requêtes, hein, si ce n'est quand vous allez attaquer du SharePoint ou des choses comme ça. C'est pas exactement la même chose, mais ça fonctionne aussi sur du SharePoint. Juste derrière, je crois que j'ai typé ma colonne de date en datetime pour que ça matche avec justement range start et range end. Et ensuite, du coup, vient la partie la plus importante par rapport à cet incremental refresh, qui va être le filtre sur ma colonne de date sur range start et range end. Donc là, vous le voyez en M. On peut l'afficher aussi avec l'invite de commande pour filtrer les lignes. OK, vous avez l'option un peu comme dans Excel de filtrer les lignes. Et vous pouvez lui dire, je suis postérieur ou égal à, ici, vous pouvez choisir un paramètre pour dire range start, et antérieur au, pareil, paramètre range end. OK, donc jusqu'ici, rien de très compliqué. Subtilité quand même, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Très important d'avoir un égal d'un côté et pas de l'autre. Okay, il faut que ce soit strict d'un côté et égal de l'autre. Peu importe que vous mettiez postérieur et antérieur ou égal, ou postérieur ou égal et antérieur, mais il faut que ce soit strict d'un côté et égal de l'autre. Sinon, votre stratégie d'incremental refresh va vous générer des doublons. OK? Finalement, dans la partie Power Query, si je reviens sur ma présentation, vous n'avez que ça à voir. OK? Créer les deux paramètres, filtrer la table. On peut vérifier justement ce que je vous disais tout à l'heure sur le query folding, donc vérifier que la requête est bien pliable. Comment on va faire ça? Hop, je reviens juste ici. Comment on va faire ça? On va faire un clic droit sur notre étape juste ici, et on va vérifier que cette partie-là, afficher la requête native, n'est pas grisée. Okay, si elle est grisée, ça veut dire que votre requête n'est pas pliable. Okay, dans certains cas, dans certaines exceptions, ça peut fonctionner. Typiquement, ce que je vous disais tout à l'heure sur des fichiers CSV stockés dans SharePoint, la partie afficher la requête native va être grisée alors que ça fonctionne.
Ok, l'incremental refresh va fonctionner. Pour les appels HTTP aussi, je crois que ça fait la même chose. C'est pour ça que vous avez derrière, je vous montrerai juste après, une fois qu'on aura publié, d'autres moyens de contrôler que votre incremental fonctionne bien. Votre incremental refresh fonctionne bien. OK? Une fois que vous avez fini cette partie-là dans Power Query, vous fermez, vous appliquez, et vous allez vous retrouver dans Power BI Desktop. Hop, je le montrerai plus tard. Donc vous retrouvez votre table ici. Idéalement, vous avez des tables de dimensions, potentiellement plusieurs tables de faits, une jolie table de mesures dans laquelle vous avez stocké l'ensemble des mesures. Je n'ai pas respecté ces bons principes de modélisation pour aujourd'hui, puisque mon intérêt, c'est vraiment de vous montrer l'incremental refresh. Mais pensez bien à toutes ces bonnes pratiques. Pour définir maintenant la stratégie d'incremental refresh sur cette table-là, je vais avoir simplement un clic droit à faire et actualisation incrémentielle, juste ici, qui va nous ouvrir tout un tas d'options. Donc, par défaut, cette petite coche-là, elle sera désactivée. Ok, il faudra l'activer, donc définir la plage d'importation et d'actualisation. Et ensuite, vous allez avoir un certain nombre d'options. Les deux premières, c'est les plus importantes. Ok, les paramètres facultatifs, on en parlera un peu plus tard sur la partie aller plus loin dont je vous parlais tout à l'heure. Ok, mais les deux premières, c'est les plus importantes parce qu'elles vont vous permettre de définir l'historique, la profondeur de l'historique que vous voulez charger. Ok, typiquement les 2 mois dont je vous parlais, dont je vous parlais juste ici. Moi, je veux charger 2 mois à ma première actualisation. Je veux que ça me charge 2 mois de données. Ok, et ensuite, quotidiennement, si j'ai choisi d'avoir un refresh quotidien, je veux recharger les 7 derniers jours. Ok, donc le premier paramètre, hop, il est juste ici. Je vais pouvoir dire, je choisis 2 mois d'historique. Je pourrais avoir 2 ans ici, par exemple. Souvent ce qu'on fait en entreprise. Et ensuite, tous les jours, je vais charger mes 7 derniers jours. C'est assez important de bien choisir la granularité que vous avez ici. Ici, typiquement, une des erreurs qu'on pourrait faire, mettons que j'ai mis 2 ans ici. Ok, moi, j'ai mis que 2 mois parce que je voulais un petit historique, mais mettons que j'ai mis 2 ans. Si j'avais mis 2 ans, euh, ou si au lieu de mettre 2 ans, par exemple, j'avais mis 2 fois 365 jours. Ok, si j'avais mis 730 jours, euh, typiquement, ça aurait été sans doute une grosse erreur en termes de performance, parce que ce qui se serait passé derrière, c'est que ça m'aurait créé une partition par jour. Ok, c'est-à-dire que si ici je mets jour au lieu de mettre mois, ça va me créer une partition par jour. Donc, si je mets 60 jours, par exemple, ça va me créer une partition par jour. Et l'impact d'avoir trop de partitions, c'est que derrière, à chaque appel, à chaque requête que vous allez faire sur votre modèle sémantique, et ben forcément, si vous allez chercher l'information dans 730 partitions pour 2 ans d'historique, par rapport à si vous allez chercher l'information dans une partition par année, et le reste, vous allez voir, pour les données plus récentes, il y a une granularité un petit peu différente qui se fait. On verra ça juste après. Et ben, c'est quand même beaucoup plus efficace d'avoir un nombre assez limité de partitions. Ok? Au contraire, parfois, ça peut valoir le coup d'avoir un petit peu plus de partitions, mais là, typiquement, avoir 730 partitions, si on le mettait jour ici, ce serait une erreur. Souvent, quand on intervient chez un client, c'est qu'il a mis 730 parce qu'il savait pas qu'il y avait une différence par rapport au fait de mettre 2 ans. Et souvent, les performances sont amoindries. OK? Donc là, vous mettez la profondeur de l'historique que vous voulez, le nombre que vous voulez rafraîchir à chaque fois, en l'occurrence 7 jours, et vous avez la petite stratégie ici qui s'affiche juste en dessous. On reparlera de ces 3 options-là tout à l'heure. Vous avez que ça à faire. Une fois que vous avez fait ça, vous publiez. La première fois que vous publiez votre rapport dans le service, ça va uniquement vous charger les données que vous aurez définies avec vos paramètres range start et range end. En l'occurrence, ici, du 1er mai au 28 juin. OK? Ensuite, quand vous allez faire votre premier refresh, donc vous voyez, moi j'ai publié ici, j'ai un rapport, un modèle sémantique. Quand vous allez faire votre premier refresh, en général le premier on le fait à la main, vous allez faire votre premier refresh sur votre modèle sémantique. C'est là que vont se créer l'ensemble des partitions. Okay, donc une partition par mois, en l'occurrence, vu que moi j'ai mis 2 mois. Et pour les données plus récentes, je vais avoir des partitions au jour. OK? Si jamais vous aviez plusieurs années, bah, il y aurait des partitions à l'année, etc. C'est vraiment au premier refresh que l'historique va se charger et que les partitions vont se créer. Donc ce premier refresh, il est un petit peu plus long. Ensuite, sur les refreshs d'après,
vous allez programmer dans vos options de votre modèle sémantique, dans les paramètres ici, vous allez pouvoir programmer les refresh, l'actualisation. Moi, j'en ai pas ici parce que j'ai fait que des refresh manuels pour le moment. Mais vous allez pouvoir dire, par exemple, je veux un refresh quotidien. Et dans ce refresh quotidien qui tournera tous les matins à 7 heures, par exemple, eh ben, je ne vais charger que les 7 derniers jours. C'est-à-dire que mes partitions reliées à mes 7 derniers jours vont se supprimer et vont être remplacées par les données des 7 derniers jours. En général, c'est les 6 derniers jours du coup que j'avais déjà chargé qui se suppriment si je suis sur un chargement quotidien et qui sont remplacés par les 7 derniers jours au moment de l'actualisation. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez constater assez facilement que tout fonctionne bien, simplement avec l'historique des refreshs. Ok, l'historique des refreshs, vous y avez accès ici. Moi, vous voyez que mon premier refresh de mémoire, ça devait être celui-ci. Mon premier refresh ici, il a duré 30 secondes. J'ai pas pris un très gros modèle, encore une fois, hein, et évidemment que sur un gros modèle, ça va être beaucoup plus long. Donc mon premier refresh, il a duré 30 secondes, pardon, le temps de créer les partitions, etc. Et ensuite, le deuxième, vous voyez qu'il a duré que 7 secondes. Ok, donc très rapidement, on peut se rendre compte de l'impact de l'incrémental refresh. Ok, si jamais vous aviez des soucis de performance aussi par rapport à votre capacité fabrique ou des choses comme ça, vous allez vous en rendre compte aussi quasiment immédiatement. Ok, il y a des applications Microsoft qui existent et c'est assez facile de voir que la consommation en CU a diminué drastiquement. Tout simplement parce que vous ne rechargez plus en général 2 ans d'historique que vous chargez en entreprise, mais vous chargez que les 7 derniers jours. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer sur cette partie-là, initiation? Je crois que c'est tout. Hop, le premier refresh, le contrôle, les partitions historiques. Si on va contrôler les partitions quand même. Une des méthodes qui existe, donc là, vous le voyez, pour ceux qui connaissent un petit peu moins Fabric, donc pour rappel, un Power BI est inclus dans Fabric aujourd'hui. Fabric est une plateforme complète qui permet d'avoir maintenant des lakehouse, des warehouses, en l'occurrence un lakehouse pour stocker l'ensemble de vos données entreprises. Moi, j'ai créé un Dataflow Gen2 pour charger mes données météo et les stocker dans un lakehouse. Ok, c'est pas le sujet de la présentation d'aujourd'hui, euh, mais, euh, mais c'est comme ça que j'ai procédé. J'ai chargé mes données dans un lakehouse et ici, j'ai créé un petit notebook pour contrôler justement les partitions dont je vous parlais. Ça, c'est quelque chose qui est possible de faire avec Fabric. C'est-à-dire que si j'ouvre mon notebook ici, hop, pour ceux qui sont moins à l'aise avec le code, vous en faites pas, ça va bien se passer. Pour les autres, c'est assez simple. Finalement, je charge une librairie, des librairies spécifiques à Fabric qui s'appelle SumPy.fabric. Je définis le nom de mon workspace, le nom de mon modèle sémantique. Et derrière, je vais pouvoir afficher, il y a plusieurs méthodes qui existent, mais je vais pouvoir afficher mes partitions ici qui sont reliées à mon modèle. Donc si je lançais ce code-là au tout début quand j'ai publié mon rapport, je n'avais pas encore mes partitions, donc ça m'aurait juste affiché une seule partition. OK? Alors que si je le lance maintenant, j'ai l'ensemble de mes partitions qui sont créées. Vous voyez que là, j'ai une ligne par partition. Et vous allez me dire, oui, mais t'avais mis 2 mois tout à l'heure, donc pourquoi est-ce que tu n'as pas que 2 partitions? Ben, en réalité, la granularité mensuelle, donc le mois, parce que j'ai mis 2 mois, elle va se faire uniquement quand les mois seront fermés. Ok, donc là, vous voyez que j'ai une partition pour le mois de mai, et ensuite, parce qu'il est terminé, et ensuite, je vais avoir une partition par jour pour l'ensemble des jours de juin. Alors, un petit mystère quand même, c'est pourquoi est-ce que sur mon refresh de ce matin, parce que j'ai refait un refresh de ce matin, il m'a pas tout réorganisé mon mois de juin, puisque le mois de juin était terminé. Si, c'est parce que sur les 7 derniers jours, il y a encore du mois de juin. Et vu que chaque jour, je charge les 7 derniers jours, bah, il considère qu'il y a encore le mois de juin qui est chargé. Donc, il m'a pas encore, euh, comment dire, groupé l'ensemble de ces partitions-là quotidiennes sur une seule et unique partition qui s'appellerait 2026 Q2 06. Ok, mais c'est ce qui se fera normalement le 8 juillet. Le 8 juillet, parce que les 7 derniers jours ne seront que des jours de juillet, donc j'aurai plus à toucher mes partitions de juin, qui deviendront une seule et même partition.
Donc ça, c'est vraiment pas mal finalement de pouvoir vérifier comme ça la stratégie d'incremental refresh qui a été mise en place. Ça demande franchement pas énormément de connaissances en fabrique. Je veux dire, aujourd'hui, vous pouvez même trouver ça, ce code-là peut être généré par de l'IA assez facilement. Et vous voyez aussi même les refresh time, une colonne super intéressante si vous voulez vérifier que votre incremental refresh fonctionne bien. Bah, vous voyez que l'ensemble de ces partitions-là, elles ont été mises à jour jusqu'au 1er juillet. Le 1er juillet, c'était hier, c'est quand moi j'ai lancé ce refresh-là pour mon modèle, donc c'est quand je les ai créés finalement. Alors qu'au contraire, sur le refresh de ce matin, du 2 juillet, il y a uniquement les partitions des 7 derniers jours qui ont été mises à jour, ce qui veut dire que mon incremental refresh fonctionne bien. Voilà comment vous pouvez vérifier que tout fonctionne bien au niveau de l'incremental refresh, et vous le voyez, c'est pas très compliqué. La base, je crée mes deux paramètres, je filtre ma table, je vérifie que tout est bien query folding, côté query folding, j'ai mes petits paramètres côté Power BI Desktop, définir les 2 mois et les 7 jours, je publie, le premier refresh qui va me charger l'ensemble de mon historique, et si j'ai pas confiance, je contrôle avec un petit notebook. Il y a d'autres méthodes aussi qui permettent de contrôler justement, mais en soi, même le temps de refresh vous permettent de contrôler que votre stratégie d'incremental refresh fonctionne bien. Voilà pour cette première partie base sur l'incremental refresh. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Ou est-ce qu'on peut attaquer la partie où on va un petit peu plus loin? Qui me dit mot me consent? J'enchaîne avec la partie sur les options avancées. Hop, je vais peut-être passer en mode présentation, c'est mieux. Donc, pour les options avancées, et pour aller un petit peu plus loin dans l'incremental refresh maintenant, on va voir les 3 options natives que je vous montrais juste avant, sur lesquelles on est passé un petit peu rapidement. Donc, détecter les changements de données, actualiser uniquement les éléments complets et les données les plus récentes en temps réel. Et on va voir aussi j'ai raté. Et on va voir aussi des fonctionnalités qui ne sont disponibles qu'en premium, à savoir faire un full refresh en parallèle avec un notebook Fabric ou rafraîchir uniquement certaines partitions. On verra aussi comment amorcer l'actualisation initiale et l'intérêt, je vous en parle juste après. Donc, pour les 3 options natives, ok, la première, vous le voyez, c'est ce que je vous ai montré juste avant ici, dans l'actualisation incrémentielle, c'est détecter les changements de données. Ok, détecter les changements de données, c'est une option qui est souvent interprétée à tort, c'est-à-dire que souvent les gens se disent ok, j'ai ma partition d'historique de mes 2 mois ou mes 2 ans, j'ai ma partition beaucoup plus récente, et ben finalement, détecter les changements de données, ça va me permettre, parce qu'on nous demande une autre colonne de date, typiquement souvent vous avez une date de création de votre enregistrement et une date d'update. Ok, donc c'est assez trompeur parce qu'on vous demande une autre colonne de date, donc on a tendance à mettre une date d'update qui doit être différente de la date que vous avez remplie pour votre stratégie d'incremental refresh. Ok, et donc, bah, intuitivement et faussement, on se dit, OK, donc je mets une date d'update, je ne vais pas y arriver avec Zoom It, apparemment, je mets une date d'update, et ça va me dire, OK, si j'ai quelques éléments ici, dans tout ce qui a été archivé, eh ben, ça va quand même réussir à me le refresh. C'est absolument faux. OK, donc ça, souvent quand on fait ça, on se plante. Je vous dis ça parce que je me suis déjà planté aussi, donc c'est en se plantant qu'on apprend. Ça n'intervient absolument pas, cette option n'intervient absolument pas sur cette partie-là historique. Ok, cette option-là, elle va permettre d'optimiser les refreshs quotidiens que vous avez sur cette partie-là. Et comment elle va le faire? Là, vous avez vu juste avant, on a une partition qui est créée pour chaque jour, ok, pour mes 7 jours. Et en fait, cette date last modified ici, on va l'avoir dans chacune de ces partitions. Microsoft va calculer quand est-ce que mes lignes ont été modifiées, va stocker la dernière date de modification pour chaque partition, et si jamais j'ai eu des modifications récentes, alors je vais actualiser cette partition-là. Si jamais je n'ai pas eu de modification, alors je ne l'actualiserai pas. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si jamais vous avez mis en place dans votre incremental refresh 7 jours, comme ce que je viens de faire ici, tous les jours, vous allez charger les 7 derniers jours, et ben vous avez vos 7 partitions,
Mais très souvent, il y a des données qui se mettent à jour uniquement sur la journée de la veille, ok? Ou la journée de l'avant-veille. Et sinon, toutes les autres données, c'est les journées de la veille, c'est des nouvelles données. Ok? Donc finalement, il n'y a que cette partition-là de la veille qui va être mise à jour. Ok? Bah, ça permet justement de détecter que dans les 6 autres partitions, j'ai pas de données qui ont été mises à jour, et donc je n'ai pas besoin de les charger. Ok? C'est une manière finalement d'optimiser ce chargement-là pour qu'il aille plus vite et pour qu'il consomme moins. C'est tout. Ok? Surtout ne vous faites pas avoir, ça n'a rien à voir avec cette partie-là. Ok? Deuxième option que vous allez pouvoir avoir dans ces options natives, c'est l'option d'actualiser uniquement les éléments complets. Ça, c'est assez simple. Dans certains cas d'usage, vous avez besoin d'attendre qu'une journée soit terminée. Typiquement, aujourd'hui, on est le 2 juillet à 18h. Bah, j'ai pas envie que mes utilisateurs ils voient la journée du 2 juillet uniquement avec 18h33 de données, mais j'ai envie qu'ils la voient avec 24 heures. Donc, je n'ai pas envie de charger cette information-là dans mon rapport. Ok, c'est aussi simple que ça. Attention quand même, si jamais vous avez des données worldwide, cette fonction-là, elle ne fonctionnera pas puisque bah, justement au States, au Canada, ils sont sur un fuseau horaire différent. En Europe, on est sur un fuseau horaire différent. Enfin, il y a plein de fuseaux horaires différents. Et malheureusement, l'incremental refresh, il n'y a qu'un seul fuseau horaire qui est possible, soit l'UTC, soit un qui est défini. Mais en tout cas, il n'y en a qu'un seul qui est possible. Donc, si jamais vous avez des données worldwide et que vous avez besoin de charger uniquement les jours complets, ce que je vous conseille, bah, c'est de remonter cette complexité-là en amont. Typiquement, moi, dans mon lakehouse, j'aurais pu créer un petit top jour complet, jour pas complet, en fonction du fuseau horaire, et de ne charger que mes lignes qui sont flaguées sur un jour complet. Ok, ça peut être une manière de faire. Hop, la dernière option qui existe en natif, et sans avoir besoin si, celle-ci a besoin de premium, justement, c'est la seule des trois qui a besoin de premium, c'est les données les plus récentes en temps réel. Donc, le libellé exact, tac, c'est obtenez des données les plus récentes en temps réel avec Direct Query. Ok, donc l'idée ici, c'est que vous avez, je vous l'ai dit ici, plusieurs partitions historiques qui sont chargées, ok, et auxquelles on ne touche plus. Vous avez ici des partitions un peu plus récentes. Typiquement, si aujourd'hui j'avais envie d'avoir des données plus fraîches pour le 2 juillet, je pourrais dire, OK, tu vas me charger une autre partition ici, qui sera en direct query, celle-ci, OK, et non plus en import, parce que tout le reste ici était en mode import. Et pour cette partition-là en direct query, tu auras les données les plus récentes. OK, c'est-à-dire que cette option-là induit cette option-là, parce que du coup, toutes mes données en import sont chargées jusqu'au 1er juillet uniquement, jusqu'à la veille. Et pour les données les plus récentes uniquement, on va avoir du direct query. Ok, ça veut dire que vous aurez des partitions qui seront stockées de manière différente. Ça, ça crée aussi un certain nombre de complexités. Ok, je pense notamment aux colonnes calculées. Je pense, j'avais un autre exemple aussi à donner, je l'ai plus, ça va me revenir. Mais attention quand même, parce que forcément, mixer de l'import et du direct query. Ah oui, le deuxième exemple, ça peut créer des problèmes de performance, notamment, je crois que c'est nécessaire de, de mettre non pas un mode import, mais un mode, c'est double, dual, sur vos dimensions, parce que sinon vous allez avoir des performances affreuses. Donc il y a quand même un certain nombre de complexités auxquelles il faut faire attention si jamais vous utilisez cette option-là. Mais ça permet bah, d'éviter, si vous voulez vraiment des données fraîches sur la journée, par exemple, ou si vous faites un refresh par semaine et que vous voulez des données plus fraîches sur les jours plus récents, c'est envisageable. Très honnêtement, je recommande très fortement l'import uniquement, à moins que vous ayez vraiment des problématiques très particulières, tout en gardant en tête, vraiment, si vous utilisez cette option, qu'il y a des complexités qui peuvent être générées par le direct query derrière. Ok, toujours pas de questions, je vois pas de main levée. Je passe maintenant aux options Si, Kevin, il y premium. avait une question dans le chat. Oh, pardon, J'y ai répondu à l'écrit, merci. mais tu peux peut-être la prendre. Remonte un petit peu. Si on manque un incremental refresh, comment faire pour tout recharger? On redéploie le rapport et on refresh.
Alors bah justement, c'est ce qu'on va voir maintenant. Par contre, quand tu dis on manque un incremental refresh, c'est par exemple que tu as une erreur sur alors si tu as eu une erreur sur une journée, en soi, tu vas pouvoir le recharger. Tu vois, ici, par exemple, si jamais j'ai eu une erreur, si j'avais, pardon, si jamais j'avais eu une erreur sur mon chargement du 1er juillet sur les 7 derniers jours, bah, déjà, je peux le relancer à la main une fois que j'ai corrigé l'erreur. En plus de ça, bah, si je l'ai pas vu, que j'ai reçu un mail mais que je l'ai pas vu ou que sais-je, mais que j'ai quand même corrigé le souci, bah, le refresh d'aujourd'hui, du 2 juillet, va corriger le problème. OK? Pour tout ce qui est republication, etc., est-ce qu'il faut tout republier à chaque fois? Justement, on va en parler dans cette partie-là premium. Pourquoi premium? Parce que justement, bah, je crois que tu en as parlé, Tristan, hein, mais tu vas avoir besoin du endpoint XMLA pour rafraîchir justement des partitions très spécifiques. Si on a dépassé les 7 jours avant le refresh, bah justement, c'est exactement ce que l'a répondu Tristan, et c'est ce qu'on va voir ici, sur rafraîchir certaines partitions uniquement. Dans 5 minutes, tu as ta réponse, maximum. Donc, moi, je pousserais même ce problème encore plus loin, c'est que bah, on l'a dit, et ce sera dans la slide juste après avec les limites. Moi, si jamais j'ai des données qui se mettent à jour ici aussi de temps en temps, bah, Power BI ne répond pas vraiment à ce problème-là. La seule option qu'on a aujourd'hui, si jamais j'ai des données ponctuelles qui se mettent à jour sur mes partitions historiques, et que je ne veux pour autant ne pas charger mes 3 ou 5 ans d'historique, ça va être de faire quelque chose de mixte. C'est-à-dire de mettre en place une actualisation incrémentielle assez simple, typiquement ce que je viens de mettre ici, charger le dernier mois et le 3 ans d'historique, par exemple, et en parallèle, de faire un full refresh, de programmer un full refresh une fois par semaine, par exemple. Moi, c'est ce que je fais chez certains clients. Ça peut être si jamais vous avez besoin de plusieurs chargements quotidiens, bah, ça peut être chaque chargement quotidien à cette stratégie-là d'incrémental refresh, mais une fois par jour, je vais faire un full. À vous de voir en fonction du besoin et d'à quel point vos anciennes données se mettent à jour. Mais en tout cas, on peut réussir à combiner du full refresh avec l'actualisation incrémentielle. OK? Comment vous allez faire ça? Il y a deux méthodes, l'API REST ou le endpoint XMLA. OK? La seule différence entre les deux, c'est que ça va être de l'asynchrone ou du synchrone. Je vous en parle juste après. Donc, je vais retourner dans mon petit notebook que je vous ai montré juste ici, où on était en train justement d'utiliser certaines fonctions comme evaluate DAX pour envoyer des requêtes DAX sur notre modèle sémantique, voir les différentes partitions, etc. On va voir un petit peu d'autres fonctions maintenant. Vous voyez que ce evaluate DAX, j'ai exactement la même chose avec le info partition. Ça m'envoie exactement la même chose que ce système T-schéma partition. J'ai quand même dû, pour info, vu que maintenant on est dans la partie avancée, ajouter cette petite option-là, parce que sinon ça ne m'affichait pas. Merci Mathieu, je sais pas s'il est dans le coin. Ça ne m'affichait pas les temps ici de refresh time, etc. Mais ils sont bien présents. Il faut juste mettre ces petites options-là pour afficher toutes les colonnes. Bref, c'est un détail. Je retourne donc dans ce notebook et on va regarder cette cellule-là. Une fonction assez simple, fabrique, donc qui est mon objet, qui fait appel à SemPy, ma librairie SemPy. Hop, et donc je vais appeler une fonction qui s'appelle refresh dataset sur mon workspace, sur le modèle sémantique de mon workspace plus précisément. Je vais utiliser un attribut qui s'appelle le refresh type pour avoir du full. Le fait de mettre cette option-là va passer au-dessus de la stratégie d'incrémental refresh que j'ai mis en place. OK? Et justement, je vais pouvoir lui dire, tu n'appliques pas ma stratégie d'actualisation qui est déjà mise en place. Donc ça va faire sauter mon incrémental refresh pour ce refresh-là. Et je lui dis, j'ai besoin de faire un full. Donc ça, vraiment, typiquement, ce que vous pouvez avoir, c'est le dimanche, vous faites un refresh des 3 ans. OK? Et chaque jour, chaque matin, vous faites un refresh des 7 derniers jours ou des 15 derniers jours. OK? C'est quelque chose d'assez fréquent. OK? Cet appel-là, refresh dataset, cette fonction-là, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, elle va faire appel à l'API REST de Power BI, Enhanced Refreshed, et ça va être asynchrone.
Asynchrone, ça veut dire que le code ne va pas attendre, ok, que le refresh soit terminé pour, si jamais vous avez du code après, ok, ça ne va pas attendre que le refresh soit terminé pour exécuter la suite du code. Alors que souvent, ce qu'on aime quand même, c'est que d'être sûr que notre modèle soit correctement rafraîchi pour exécuter la suite du code si jamais j'ai du code après. OK? Et donc justement, on va passer à la partie juste ici, rafraîchir certaines partitions uniquement, pour répondre à la question de Nori dans le chat. Et donc pour rafraîchir certaines partitions uniquement, on va faire appel exactement au même format. On pourrait appeler la même fonction, hein. On pourrait appeler refresh dataset. OK? Là, j'ai appelé une autre fonction qui s'appelle refresh semantic model, OK, mais qui a quasiment exactement les mêmes paramètres. OK? La seule différence, c'est que ici, on va mettre à jour une partition précise. OK, donc je vais nommer la partition avec la table et le nom de la partition que j'ai juste ici. OK, là, en l'occurrence, c'est une partition sur une partition mensuelle. Donc, elle est juste ici. Et c'est tout finalement. Je vais pouvoir dire, là, je fais un full, je n'applique pas ma stratégie d'incrémental refresh, exactement ce qu'on retrouvait ici, quoi, finalement. Donc c'est exactement la même chose, si ce n'est que je lui dis, attention, je ne veux qu'une seule partition, c'est celle-ci. OK? Petit détail du coup quand même, évidemment vous pouvez boucler hein, sur certaines partitions, etc. Si vous avez besoin de faire des boucles pour dynamiser cette partie-là, c'est du Python, enfin c'est du PySpark. Pareil, si vous ne maîtrisez pas le PySpark, les IA le font très bien. Vérifiez quand même ce que vous faites, évidemment, à chaque fois que vous utilisez l'IA. Euh, mais bon, on est en 2026 quand même. Euh, Petit détail, du coup, pourquoi j'ai utilisé l'option Refresh Semantic Model et pas Refresh Dataset? Justement, pour vous dire que ce sont bien deux fonctions différentes qui, à première vue, font exactement la même chose, sauf qu'il y en a une qui passe par l'API REST, ok, et l'autre qui va passer par le endpoint XMLA. Ok, et le endpoint XMLA, ça va être synchrone de ce côté-là, c'est-à-dire que le code va attendre que si jamais vous aviez du code qui est écrit ici, le code va attendre que le refresh soit terminé pour exécuter la suite du code. Ok, c'est du détail que je donne, si jamais ça peut aider certains d'entre vous qui font toutes des stratégies, enfin qui font des stratégies d'incrémental complexes, tout en PySpark ou des choses comme ça peut aider. Un petit tips pareil, on peut checker avec une fonction qui s'appelle list refresh request si on a justement les refresh sont complets ou non. Euh, Vous mettez pareil le workspace name, le modèle sémantique, le nom du modèle sémantique, et vous allez avoir la liste des refresh, combien de temps ils ont duré. Enfin, vous n'avez pas de temps, vous avez le start time et le end time, et le fait qu'ils se soient bien passés. Voilà pour ces deux options-là. J'espère avoir répondu du coup de manière complète à ta question, Nori, sur ces histoires de partition. L'inconvénient de ce truc-là, forcément, c'est qu'il faut l'API REST ou le endpoint XMLA, c'est-à-dire premium. Ok. Dernière chose. Ah oui, Nori, tu as encore une question? Je sais pas. T'es muté en tout. Ah bon. Vous recommandez de faire un appel API REST programmé de refresh en full, par exemple, chaque dimanche via un notebook? Ça dépend. Vraiment, ça va dépendre de ton contexte métier. C'est-à-dire, si jamais ici, tes données ne changent jamais sur ta partition historique, surtout pas. Ça sert à rien de refaire un full, ça va juste prendre de la ressource et du temps. Hop, je reviens à la slide d'avant. Ça va juste prendre de la ressource sur ta capacité fabrique, si tu as une capacité fabrique, et du temps de refresh. Alors que si tu as que des données récentes qui se mettent à jour, euh, surtout pas, il faut que tu mettes à jour uniquement tes données récentes. Par contre, ce dont je viens de parler ici pour rafraîchir uniquement certaines partitions ou faire un full refresh, c'est vraiment dans les cas où, comme tu l'as demandé, il y a certains refresh qui ne sont pas passés et on est sorti de cette période-là, auquel cas, comme Tristan a répondu, je vais avoir besoin de rafraîchir certaines partitions uniquement manuellement. OK? Ou le deuxième cas, en effet, c'est le cas qui peut arriver en entreprise, c'est j'ai ponctuellement des données qui se mettent à jour sur mon historique. Je n'ai pour autant pas envie à chaque fois de recharger tout mon historique. Donc, une fois de temps en temps, je vais recharger tout mon historique. C'est des données un peu marginales qui se mettent à jour. Je sais que j'en ai pas beaucoup,
mais je vais tout recharger. Si jamais tu as énormément de changements ici, ça peut valoir le coup de savoir comment faire. Est-ce que je dois refaire un full peut-être plus régulièrement, peut-être quotidiennement, à voir. Mais ça dépend vraiment de ton codex métier, quand est-ce que tes données se mettent à jour. Si dans la plupart des cas, quand même, je te rassure, on n'a pas de données qui se mettent à jour ici. Et le fait de mettre ici, allez, mettons 6 mois, par exemple, bah, tes données, elles ne changent pas. Tu peux mettre, même très souvent, quand on met à 15 jours, les données, elles ne changent plus au bout de 15 jours. Et ça fonctionne très, très bien. Ça marche? Pas de questions, pas d'autres questions jusqu'ici? Allez, nickel. Et du coup, la dernière chose en termes d'options avancées, pareil, quelque chose que j'ai appris assez récemment, c'est que finalement, Salut beauté, tu vas bien? Ça va et toi? mon Bah écoute, ça télétraitement va. je le désactive. C'est bon, je l'ai perdu. Euh, la dernière chose du coup que je voulais vous montrer, c'est comment amorcer l'actualisation initiale. Pourquoi? Parce que, bah, comme on vient de le voir, parfois, vous allez être face à des très très gros modèles. Je ne sais pas quelle est votre expérience avec Power BI. Nous, chez DataPulse, on est assez habitué à traiter du million, de la dizaine de millions, de la centaine de millions, voire même plusieurs milliards de données, ok, dans des tables de faits. Parfois, vous allez avoir un problème de taille de modèle. Ok, et le premier refresh que vous allez faire, je vous l'ai dit, hein, le tout premier, en général, il ne pose pas problème, le tout premier. Pourquoi? Parce que ça va être uniquement sur la petite période que vous avez définie avec range start et range end. Donc vous n'allez pas avoir de problème sur celui-là. Par contre, le premier que vous allez lancer depuis le service, celui-là, il va prendre énormément de temps. Pourquoi? Parce que si vous avez énormément de données, eh ben c'est là que ça va créer les partitions d'une part et charger tout votre historique. Donc ça va vraiment prendre du temps. Ok? Et parfois, ce refresh-là, il peut ne pas passer. Ok? La solution qui existe pour ces très très gros modèles, ça va être justement d'amorcer cette actualisation initiale. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que dans Tabular Editor 2, qui est en open source, vous allez avoir une option qui s'appelle Apply Refresh Policy. Ok. Et en fait, vous allez faire votre première publication depuis le service, comme ce qu'on a fait ici, ok, avec le bouton publier. Et ensuite, vous allez, depuis Tabular Editor, vous connecter à votre modèle sémantique via le XML endpoint. Ok, donc pour ceux que ça intéresse, le XML endpoint, pour s'y connecter, vous allez pouvoir aller dans les paramètres de Workspace ici, dans le type de Workspace, et vous avez ici le lien pour le endpoint XMLA que vous allez devoir mettre dans Tabular Editor. Ok, vous vous connectez à ce truc-là dans Tabular Editor, et vous allez pouvoir faire, j'ai peut-être encore l'option quelque part, si je le tente en live rapidement. Hop, vous allez pouvoir accéder à vos tables et ici, vous voyez, il y a Apply Refresh Policy. Qu'est-ce que ça va faire, ça? Ça ne va absolument pas vous charger des données supplémentaires. Par contre, ça va appliquer la stratégie d'incremental refresh. C'est-à-dire que sur le peu de données que vous aurez chargées, ça va déjà vous créer l'ensemble de vos partitions. Ok, une grande partie sera vide, puisque vos paramètres range start et range end sont sur une durée assez courte, mais ça va déjà vous créer l'ensemble de vos partitions. L'avantage de ça, vous me voyez venir, c'est que ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ça a juste créé mes partitions et ça a évité à mon premier refresh d'être plus complexe parce qu'il doit créer les partitions. Et l'avantage, c'est qu'une fois que j'ai déjà tout ce socle-là qui est créé, eh ben, je peux complètement avoir un petit flux comme ça, pour rebondir sur la question de Nori tout à l'heure, je peux complètement avoir un petit flux comme ça pour alimenter mes partitions historiques une par une. Si jamais j'ai envie de les charger mois par mois, de me faire un petit flux pour me charger mes partitions mois par mois, eh ben je peux. Je peux complètement. Donc ça va vraiment être un avantage sur les très très gros modèles de pouvoir utiliser cette option de Tabular Editor pour pouvoir justement amorcer la création des partitions et ensuite alimenter l'ensemble de ces partitions-là avec un petit flux, avec un petit flux type PySpark, mais ça pourrait être autre chose. OK pour ça? Pas de questions pour ces options avancées? J'enchaîne avec les limites et les pièges à éviter sur l'incremental refresh. Donc la première limite, on en a parlé depuis tout à l'heure, c'est pas vraiment possible
de rafraîchir uniquement les données historiques mises à jour. C'est-à-dire que pour les plus profils data ingénieurs d'entre vous, vous devez connaître l'upsert pour ce qui veut dire que chaque jour, on va insérer les nouvelles données et on va mettre à jour toutes les données qui ont été mises à jour, avec justement la date de mise à jour. On a une date de création et une date de mise à jour. Ça, c'est quelque chose que les data ingénieurs font au quotidien, ce qu'on appelle l'upsert, qui se fait indépendamment quand on est data ingénieur, hein, dans Fabric ou autre. On va pouvoir le faire, peu importe si c'est enfin, peu importe la profondeur de l'historique. On peut le faire sur tout l'historique, puisque justement, tout est bien fait pour. Dans Power BI, c'est impossible. La seule option qu'on a finalement, c'est la stratégie dont je vous parlais tout à l'heure, qui est de faire une stratégie d'incremental refresh et de la ponctuer avec un full de temps en temps. Ok, à ma connaissance, on n'a pas d'autre option. Attention quand même, très souvent les gens se font avoir. J'ai mis sous peine de doublon ici, c'est pas possible sous peine de doublon, parce que très souvent les gens se font avoir et essaye, du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, d'utiliser l'option détecter les changements de données pour faire ce qu'on vient de voir. OK? Sauf que si vous faites détecter les changements de données et que au lieu de mettre la date de création dans votre stratégie d'incremental refresh et que vous mettez la date d'update, ça va créer un gros problème de doublon. C'est-à-dire que mettons que vous ayez une ligne qui est ici, OK, qui est le 5 mai, le 5 mai 2026. Par exemple, ok, elle est archivée, je n'y touche plus. Ok, elle a été mise à jour le 2 juillet, ici. Donc bah, je vais la charger puisqu'elle a été mise à jour. Bah, super. Ouais, sauf que ici, j'ai pas touché à cette partie-là. On n'y touche jamais à cette partie-là dans la partie incrémentale refresh. Donc tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous retrouver avec la ligne deux fois. Et vous allez créer des doublons dans votre table de fait. Pire truc à faire. Ok, on s'en rend compte assez vite en général, hein, soit parce qu'on a fait sauter le modèle, soit parce qu'on a des utilisateurs qui reviennent un peu trop contents en disant que le chiffre d'affaires est très bien, mais ou au contraire il y a des problèmes, ce qui est moins sympathique. Mais attention à ne pas vous faire avoir avec ça. Dans les autres limites, le fait que le Power BI, le PBX ne peut plus être rechargé. Une fois qu'on a activé l'incrémental refresh, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais dans Power BI, dans à peu près n'importe quel rapport qui n'est pas soumis à l'incrémental refresh, vous pouvez ici faire File, Download this file et sauvegarder le PBX complet, c'est-à-dire avoir votre rapport comme vous l'avez publié. Ici, on ne peut pas, on peut que créer un rapport, télécharger un rapport qui sera en live connection sur le modèle sémantique, mais c'est pas possible de retélécharger le fichier PBX. Ok, donc attention à ça aussi. Pour ça, on a un super apéro, je crois que c'était le mois dernier, hein, je vois Grégoire dans la conversation. On a un super apéro qui a eu lieu sur le CI/CD, justement, sur le fait de versionner vos rapports. Je vous encourage vraiment à garder des versions de votre rapport, de les versionner, de les mettre à jour un maximum. Cet apéro, je crois qu'il est déjà disponible ou il va pas tarder à l'être sur le site de DataPulse. Donc vraiment, pensez bien, incremental refresh. J'ai plus derrière accès à mon rapport, donc il faut absolument que je garde une version, si possible sur un SharePoint, partage avec mes collègues si jamais ils en ont besoin. On en parlait tout à l'heure avec Nori, c'est impossible finalement, par défaut, si jamais vous republiez votre rapport, vous allez perdre toutes les partitions. Ok? Donc, c'est pour ça que je vous disais, il faut quand même faire attention. Si jamais vous avez tout un tas de changements que vous avez fait entre-temps pour publier une nouvelle version, eh ben, vous allez devoir recréer vos versions. Décidément, ma souris est trop sensible, pardon pour ça. Vous allez devoir republier une nouvelle version et recréer vos partitions sur la première. Ok? D'où l'intérêt justement d'amorcer l'actualisation initiale si jamais vous êtes sur des très gros jeux de données. En général, il n'y a pas trop de soucis parce qu'on va maximum à la dizaine ou à la centaine de millions et le premier refresh est quand même assez rapide. Mais bon, en tout cas, il faut savoir que par défaut, republier, ça fait vraiment perdre toutes les partitions. Et donc, il faut se retaper un premier chargement un petit peu plus long, etc., etc. Petit plus quand même, si jamais vous connaissez et que vous êtes familier avec Island Toolkit, pareil, qui est un connecteur premium puisqu'il a besoin du endpoint XMLA, il est possible de charger uniquement les métadonnées
Donc si jamais vous n'avez pas besoin, vous avez des nouvelles colonnes, mais vous n'avez pas besoin de les recharger sur les partitions historiques, ce qui est assez rare, mais bon. En tout cas, si vous avez fait que des modifications mineures, typiquement des ajouts de mesure ou des choses comme ça, enfin mineures, ajouts de mesure c'est important là, mais en tout cas des modifications qui n'ont pas besoin de se réappliquer vraiment sur l'historique et qui se calculent dans la foulée, vous pouvez utiliser ALM Toolkit pour ne pousser que les métadonnées. Ok, et auquel cas ça va fonctionner. Vous n'allez pas perdre vos partitions. Il y a une option dans ALM Toolkit qui s'appelle garder les partitions au moment où vous publiez. Et du coup, ça évite de vous écraser l'ensemble de vos partitions. C'est assez pratique. Dernière petite limite, c'est une limite qui n'est pas vraiment reliée à l'incremental refresh, mais quand vous êtes sur des gros volumes de données, donc que ce soit en incremental refresh ou non, vous allez être confronté à ce genre de limite, c'est le temps de rafraîchissement. Par défaut, si vous êtes sur du Power BI Pro, vous allez avoir 2 heures de refresh max, 5 heures si jamais vous êtes sur du Premium par défaut. Ok, sachant que vous pouvez, via l'API dont on a parlé tout à l'heure, pousser ce 5 heures jusqu'à 24 heures, et que si vous utilisez le endpoint XMLA, vous avez un temps illimité pour les refresh. Attention, très honnêtement, si vous commencez à atteindre du 2 heures, du 5 heures, et que vous avez, voire même plus que 5 heures, même 2 heures déjà, ça me paraît énorme en fait. Dans tous les cas, si vous êtes sur des temps de refresh aussi grands, je vous encourage très fortement à faire ce qu'on a dit, c'est-à-dire amorcer l'actualisation initiale et derrière faire un refresh partition par partition si vous avez besoin du premier refresh, et ensuite de laisser votre actualisation incrémentielle fonctionner. Dans les pièges, du coup, on a parlé de la date d'update. Attention, gros warning, gros warning sur les colonnes calculées. Les colonnes calculées qui sont un grand débat entre certaines personnes, dont certaines présentes ici, pour savoir s'il faut en mettre, il ne faut pas en mettre dans vos modèles. Si vous ajoutez des colonnes calculées dans vos tables, encore plus dans vos tables de faits, posez-vous bien les questions de savoir si elles peuvent pas être remontées en amont. Pourquoi? Parce que typiquement, dans l'incremental refresh, dans la stratégie d'incremental refresh, décidément, les colonnes calculées vont se recalculer sur l'ensemble de l'historique et non pas que sur les nouvelles partitions. Ok, vous savez que les colonnes calculées, c'est quelque chose de fixe qui se calcule au moment du refresh, ok, et non pas dans la foulée comme les mesures. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque refresh, vous allez recalculer l'ensemble de vos colonnes calculées sur l'ensemble de votre historique, sur des volumes de données assez importants. Ça va vous flinguer complètement vos ressources Fabric et vos temps de refresh. Ok, c'est vraiment pas anodin, hein. Donc, dès que vous avez des colonnes calculées dans votre modèle et que vous pensez à incremental refresh, pensez à optimiser ça, voir si vous pouvez les remonter en amont. Hein, il y a toujours des questions performance front, performance back, taille du modèle qu'on aime rappeler chez DataPulse. Pensez bien, colonne calculée, en général, ça fonctionne pas très bien sur les tables avec une stratégie d'incremental refresh. Surtout le périmètre, voilà. Et la dernière chose, du coup, la dernière erreur qu'on voit souvent, c'est croire que l'incremental refresh fonctionne alors que non. Donc ça, je vous ai déjà montré comment vérifier finalement que votre incremental refresh fonctionne bien via les requêtes natives, via les différents éléments qu'on a vus dans PySpark. Je terminerai en disant quand même, j'ai oublié quelque chose sur la partie rafraîchir uniquement certaines partitions. On n'a pas trop parlé de la taille du modèle, hein, qui est un élément assez important. Il faut savoir que justement, le fait d'amorcer l'actualisation initiale, par défaut, quand vous rafraîchissez un modèle sémantique, vous allez avoir besoin de 2 fois sa taille pour le rafraîchir. C'est-à-dire que si vous êtes limité à 1 giga, par exemple, sur une licence Power BI Pro, vous allez avoir besoin de 2 gigas de dispo. Donc ça ne passera pas sur du Pro pour rafraîchir votre modèle sémantique. Donc vraiment, ces sujets-là de rafraîchissement, d'amorcer l'actualisation initiale, etc., ils peuvent permettre de pallier aussi aux soucis de taille du modèle que vous allez rencontrer au moment des refreshs. OK. Et pour les colonnes calculées, ça va plutôt être des soucis de ressources. Et auquel cas, je vous oriente cette fois-ci sur des applications comme Microsoft Fabric Capacity Metrics ou sur FUAM qui vous permettent justement d'analyser ces éléments-là, la consommation de vos différentes capacités Fabric. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, n'hésitez pas à faire appel à nous ou vous m'envoyez un petit mail, ça me fera plaisir de vous répondre.
pour voir un petit peu comment analyser votre activité. Mais en tout cas, c'est des éléments assez importants à checker quand vous mettez en place de l'incrémental refresh. Voilà pour moi. En termes de limites, en termes de pièges, on a tout vu. Est-ce que vous avez des questions particulières sur ce sujet-là? J'ai peut-être loupé quelques commentaires. Ah, effectivement, cette solution a été améliorée. Hop, bah, moi non plus, je connaissais pas le grimoire. Je l'ai découvert en faisant des recherches justement pour ce soir. Et c'est vrai que ça va me servir aussi. Plutôt pas mal. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce que ça vous a plu? Donc il y aura le replay hein, évidemment dans pas très longtemps qu'on va mettre à dispo sur le site de DataPulse comme d'habitude. Si vous avez des questions qui vous viennent entre-temps, besoin d'appliquer une stratégie d'incremental refresh dans votre entreprise, soit re-regardez ce replay-là, soit n'hésitez pas à faire appel à nous. Chez DataPulse, on pourra vous aider, il n'y a aucun problème. Et puis voilà, ma foi, faites-vous plaisir avec ces nouvelles connaissances. Et puis moi, je vous redis peut-être à très vite pour un prochain apéro, si je n'ai pas de questions. Bonne soirée à tous.